Dernier numéro de la semaine, une fois encore, le rendez-vous de midi s'installe chez vous. Au menu ce vendredi, de la musique, de la danse, de la littérature et évidemment un voyage. Et cette fois-ci, dans le mono, les flashs de Corneille s'allument sur C. Bonjour à vous et bienvenue. On démarre sur une note musicale. Madame Touchatou nous offre du Ogbon aujourd'hui. Elle est allée à la rencontre du groupe d'Irogan 229. Leur particularité, adapter toutes les chansons à ce rythme yoruba. Quand le coupé décalé, l'afrobeat, le jazz, le R&B ou même le rap sont à la saveur Ogbon. Rebecca, dans la peau d'une musicienne, voyez à quoi ça ressemble. Existe il y a 10 ans de cela. Leur spécialité, mélanger le traditionnel au moderne pour en extraire le rythme bon. Eux, c'est le groupe d'Irogan 229. Alors pourquoi ce nom au groupe et pourquoi le choix d'un groupe composé exclusivement d'hommes? Aujourd'hui, on les interroge, mais aussi nous allons tester le rythme bon pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Bonsoir, d'Irogan 229. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour en savoir un peu plus sur votre groupe. Dites-moi, déjà d'Irogan 229, c'est quoi? Quelle est l'idée? d'Irogan 229, tout d'abord, ça a une signification en langue nationale fond qui veut dire d'Irogan, Kangbe. C'est-à-dire, c'est pas parce que la pluie, l'eau est tombée sur le fer que le fer va perdre sa résonance. Donc c'est pourquoi nous avons pris le nom d'Irogan. Et le 229, c'est toujours pour codifier la nationalité. Et on a remarqué votre groupe est composé essentiellement d'hommes. C'est un choix, pourquoi? Bon, c'est venu comme ça, parce que l'activité que nous menons, le rythme que nous jouons, c'est tout d'abord une spécialité d'hommes. D'accord? C'est seulement de nos jours que nous avons constaté que bon, il y en a qui ça donne à ça. Sinon, ce n'est pas une volonté de vouloir exclure la femme de notre équipe. Je crois qu'à l'avenir, lorsqu'on aura besoin de femmes, ce serait avec plaisir. Pour jouer du bon, vous avez besoin tout d'abord de l'instrument bon lui-même, d'accord? Ensuite, vous avez besoin de 2 tam-tams qui jouent de base. Et ensuite, il y a le gong. Il y a différentes sortes de gong et ça dépend de la sonorité que vous voulez créer. Tout est parti d'une inspiration. Parce que le rythme, c'est un rythme que nous aimons très bien. Et à force de le jouer et puis tout, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis on a commencé par chanter les morceaux modernes sur du rythme purement traditionnel. Et on a constaté que ça a donné quelque chose de bon. Vous allez m'apprendre à danser le bon. Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de problème. D'accord, on y va. Il y a le truc là, essai. Et après, il y a le koso. Donc ça se danse différemment. Au premier abord, le essai. On va faire le essai. Donc, vous allez entendre, ils vont jouer. Vous voyez. Regardez en haut. Voilà, et là vous allez varier ce que vous avez fait. Essayez de varier ce que vous avez fait. Voilà. Et le pied aussi. En voulant l'enlever, vous allez faire soulever l'autre en même temps. Bienvenue. Voilà. C'est pas mal. Pour que vous ne pouvez pas trop, vous allez. Voilà.
rythme hein, que j'ai essayé depuis. Le bon est, selon moi, le plus difficile pour moi, en tout cas, pour le moment. Mais ils ont quand même dit, hein, il faut 6 mois pour le faire. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous reprenez les chansons des artistes pour mélanger avec le bon, c'est ça. Donc, on va faire un exercice. Il y aura du bon sur la piste. Alertez le public, je viens faire le ménage et vous donner du plaisir. J'ai pas besoin d'une âme, j'ai juste besoin d'un bon. J'ai juste besoin d'un doigt qui déchire à la tiraille. Les fils de plus se plaignent à parler de mon bon. Ça le brûle dans le tympan, c'est mon bon bien d'Afrique. Mon bon du Bénin, mon bon du Ouida, du Congo et tout le Nord. Hey, nous n'en tient. Hey, nous n'en tient. Vous savez ce qui fait la particularité de notre cher et beau pays, le Bénin, c'est justement sa diversité culturelle. Le bon existait sans nul doute avant la création de ce groupe, mais ils ont réussi à apporter de l'innovation, ils ont réussi à apporter de l'imagination pour pouvoir vendre autrement notre richesse culturelle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt. On finit par faire ce qu'on dit dans la vie de Madame Sergi Baraka. Arrivé au stade, je sais plus, je vais dire je te bats. Dans la tourelle de la famille, chez nous tu vas pas chacun pour soi. Y'a beaucoup trop pour le donner. T'as vendu la maison, la maison. Tu vas sauver le monde. Tu vas continuer mi amour. Tu vas sauver le monde. T'as vendu la maison, la maison. Tu vas sauver le monde. Tu vas continuer mi amour. J'espère que vous avez, comme nous, sur ce plateau, savouré, apprécié à sa juste valeur au goût. Et Erwan, lui, on l'a vu danser tout à l'heure. Ah oui, tellement tu es emporté que tu as oublié de me dire bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme toujours sur le rendez-vous de midi. Oui, le bon, comme on le dit, c'est une très belle sonorité Yoruba, donc que Rebecca est allée tester pour nous. Et ce qui fait justement la particularité de ce groupe, c'est qu'ils arrivent quand même à adapter les morceaux dits de la musique urbaine à ce rythme traditionnel. Et donc, vous avez vu tout à l'heure le célèbre morceau qui a révélé Blaze, je crois, en 2009, Alerte Rouge, a été adapté. Du rap, hein, du rap, oui, du rap. Donc, dont les paroles ou les lyrics ont été adaptés à cette sonorité musicale. Marcel, bonjour. Oui, bonjour Mylène. C'est un rythme que moi j'apprécie, je dis j'adore particulièrement. C'est un rythme, je ne sais pas si c'est ce que j'aime le plus parmi les rythmes du Bénin, mais quand même c'est une position très importante dans ce que j'aime. Mais la plupart du temps, c'est plus, je vois plus les hommes danser sur ce rythme. Oui, bon. Il y a les dames qui dansent aussi. Non, mais c'est beau, c'est chic quand c'est un homme qui danse. Oui, je t'ai dit. Et après, c'est pas étonnant il a utilisé pour le culte et gougou, vous n'allez pas oublier ça. Oui, c'est ce qui rend le rythme plus intéressant. J'allais en venir, Marcel aussi. Et parmi les revenants entre griffes qui dansent sous ce rythme-là, il y a des femmes dedans. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Moi, je n'en sais rien. Non, en tout cas, on n'en sait rien du tout. C'est une question d'initié. Donc, moi, je ne suis pas initié. C'est aussi une percussion provocatrice de trance chez les adeptes du vaudou Revioso. Vous les connaissez, le vaudou Revioso. Ça fait danser le vaudou Revioso. Et c'est une percussion qui est aussi utilisée pour le rythme à Agbéon. Ça fait beaucoup de choses, ce rythme-là. Vous connaissez Agbéon? Non, je ne connais pas. C'est un plus. D'autres vont dire Agbéon ou Agbégbon. Ça dépend de la langue. Mais c'est toujours béninois. C'est très intéressant, c'est un rythme très intéressant. Maintenant, l'instrument même, vous savez avec quoi c'est fabriqué. Il y a, je vais dire, l'iroko. Les branches d'iroko servent à la fabrication de l'instrument. Il y a la peau du chat qui entre en jeu, ou la peau du serpent,
ou encore, je ne sais pas. Et Marcel, oui. emporté par ce rythme, Hermone artistiquement habillé, vous l'avez remarqué, c'est Art déco. Art déco aujourd'hui, c'est un spécial littérature, l'art du langage, l'art du beau dire. Après 60 ans d'indépendance, quel regard peut-on porter sur la littérature béninoise? Entre avancées et recul, innovation et tâtonnement, le pouls du Bénin littéraire est pris par des acteurs de la chaîne du livre. Et c'est Hermone Amengan qui nous en parle à travers un élément que voici. Paul Razuma, Anatole Kossi, Agboussa Khessou, Eustache Prudencio, Olympe Bellikenum, Jean Plia, des noms honorifiques de la littérature dahoméenne et plus tard béninoise, des écrivains étudiés et enseignés dans les cours de littérature africaine. S'ils ont donné un nom glorieux au Bénin en termes de pratiques scripturales, 60 ans après les indépendances, la flamme des anciens a-t-elle illuminé la jeune génération? Quand on fait le bilan de 60 ans d'écriture en matière de littérature au Bénin, on peut être déçu. On ne peut pas oser dire que la littérature ne se porte pas bien. Et il y a une sorte d'effervescence littéraire actuellement, même si tout n'est pas au beau fixe. Autopsie d'un secteur où s'épanouissent les mots. Daté Atavito Barnabé Akaï, jeune écrivain béninois, sublime sa muse pour se donner à lire. Dans sa bibliographie, plus d'une dizaine d'ouvrages, romans, nouvelles, pièces de théâtre, poésie. Il trempe sa plume dans l'encrier pour la promener d'un nombre de genres littéraires. Dans sa bibliothèque personnelle, foisonnent des ouvrages d'écrivains béninois. Sans doute un peu chauvin et attaché à cette littérature dont il semble maîtriser l'évolution. Avant notre indépendance, la littérature béninoise d'expression française existait, avec l'écrivain Félix Couchoro, qui a fait paraître en 1929 L'Esclave. À partir de cet instant, nous avons noté beaucoup plus de publications de 60 à nos jours, parce que justement la parole est libérée. On n'est plus obligé d'aller en Europe, en France notamment, à Paris, avant de publier un ouvrage. Avec le renouveau démocratique en 90, il y a beaucoup plus de maisons d'édition qui se sont implantées au Bénin, notamment à Cotonou, et ça a créé une sorte de floraison d'écrivains jeunes, aussi bien au niveau de la thématique, de la stylistique. On sent la jeunesse dans l'écriture, on sent le renouvellement dans l'écriture, on peut même oser parler d'une sorte de rupture. Une littérature béninoise qui jouirait donc d'une pleine santé, la vie n'est pas partagée de tous. Je ne peux pas dire que la littérature béninoise des années 2020, 2021 et prochainement, que c'est une littérature qui a tenu la promesse de ce que les aînés ont fait sentir à tous les lecteurs. Toujours est-il que s'il y a beaucoup de production, il y a énormément de déception. C'est-à-dire que les textes qui ont été produits depuis une vingtaine d'années, ce sont des textes d'une façon générale très médiocres, il faut le dire, sans embâche. Un coup de pied dans la fourmilière. Florent Kwaozouti ne casse pas pour autant la baraque. Son franc-parler gêne, égratigne, voire humilie, mais son diagnostic est reconnu subtilement. En matière littéraire, nous faisons des pas de géant. Nous faisons de grands pas, dans la mesure où, si au départ, cela se limitait à quelques deux noms, on va citer Razoumen, on va citer Couchoro, et on va citer à la limite Jean Plia, qui est pratiquement de leur génération, et puis Olympe Bellikenum. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, on ne peut plus compter les écrivains. C'est vrai que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le talent. C'est le talent et c'est le beau dire. C'est le fait d'écrire les belles lettres, ça crée un problème. Mais il y a un engouement au sein de la jeunesse. Les premiers qui ont écrit sur le modèle un peu le modèle classique
appris à l'école. Mais la nouvelle génération, à mon avis, prend des libertés et s'inscrit dans les écritures contemporaines qui ne se fixent plus des formes à respecter ou des aînés à imiter en tant que tels. Je crois qu'il faut la promotion d'une forme d'écriture et de littérature qui s'adapte à l'évolution de la société, une société de plus en plus qui a l'air désorganisée, qui s'interroge. En 60 ans, le Bénin a connu un bond quantitatif, c'est certain, mais des interrogations subsistent sur l'aboutissement de certaines plumes. N'empêche, la littérature béninoise contemporaine arrive à transpercer les frontières. Certains auteurs sont vedettes à l'étranger, mais peu ou pas connus à domicile. Pour tenter de corriger cette anomalie, des initiatives privées naissent. Carole est la présidente d'une association de jeunes qui promeut le livre. Elle a initié son concept, le débat littéraire. À ses débuts, ce projet-là réunissait uniquement les auteurs béninois entre eux, plus des journalistes culturels et des universitaires. Mais le concept était le même, on prenait un livre par mois, on invitait tout le monde, ils lisaient le livre à l'avance et le débat se faisait autour du livre. Mais à un moment donné, on s'est dit que ce public-là, avec lequel nous sommes en train de travailler, est un public qui est déjà acquis à la cause de la lecture, de la littérature. Donc si on veut faire vivre cette littérature-là, sur la durée, il faut aller vers les jeunes. À l'affiche cet après-midi, Florent Kwaozoti et son ouvrage Western Chukutu. Nous sommes à l'espace culturel, le centre. Ici, s'épanouissent les arts en général, la littérature y tient une place de choix. Le centre dispose d'une bibliothèque riche en ouvrages d'écrivains béninois. Et ce n'est pas tout. Dans les choses que l'on fait déjà, par exemple, on a mis au point un événement qui s'appelle des livres en partage, où tous les mercredis, on met à disposition les livres de la maison d'édition Ruisseau d'Afrique à nos enfants en dehors de la bibliothèque, dans un rapport beaucoup plus léger et calme. Ils sont au dehors sur des nattes. À Abomey-Calavi se dresse cet imposant chef-d'œuvre architectural. Un bâtiment R+3 consacré à la littérature. Une bibliothèque de 1200 places assises et 15 000 livres, avec la part belle aux auteurs béninois. Au Bénin, nous sommes vraiment, et je pense encore, certains diront un peu dépassés, mais nous sommes toujours le quartier latin de l'Afrique. Nous avons encore des auteurs béninois qui sont très très performants, des jeunes aussi qui sont devant, et c'est aussi l'occasion, à travers ces deux immenses bibliothèques, de faire la promotion non simplement des auteurs et des livres connus à l'international, mais aussi de nos propres auteurs locaux béninois qu'on profite pour mettre en avant dans ces bibliothèques. À la Bibliothèque nationale, c'est ici que les ouvrages sont soigneusement entretenus. Plus de 20 000 livres y sont conservés. Ici, nous sommes dans la salle de conservation des documents de la Bibliothèque nationale. Et dans cette salle, nous avons précisément 3 catégories de documents. Ce que nous appelons le fonds ancien, c'est un peu ces documents-là que vous voyez, qui sont reliés. Vous constaterez que c'est de vieux documents. Les documents que nous avons reçus grâce au dépôt légal, on a appelé ce fonds-là le fonds local. On a environ 5000 titres pour le fonds local. Pour le fonds ancien, on a environ 1000 titres. La 3e catégorie de documents, c'est les thèses et mémoires, qui sont de l'autre, à partir d'ici jusque derrière là-bas. De plus en plus donc, la littérature cesse d'être l'éternel oublié. Même dans le cursus scolaire, le livre béninois se refait une santé. Raph Maman, Adelaide Fassinou, Apone Agbazaou, Marion Kako, Abdel Abzem Hakim, Jean Plia toujours, un programme, Eustache Prudencio, Florent Kwaozoti, bien entendu, Okri Pascal Tossou, Edgar Okikinzissou. Nous avons beaucoup d'écrivains béninois qui existent et qui le montrent à travers les études aussi bien secondaires qu'à l'université.
Une éclaircie qui annonce peut-être une aube nouvelle, mais qu'à cela ne tienne, il faut repenser la chaîne du livre. Si aujourd'hui, les enfants veulent être footballeurs, c'est parce que tous les jours, ils voient le football à la télé et ils ont envie d'être footballeurs. Donc, on ne parle pas des écrivains et ça fait qu'on ne sait même pas s'ils existent. Et donc, c'est de la promotion, c'est la publicité, c'est la communication. Et quand on le fera spontanément, on parlera de la littérature béninoise comme on parle de la littérature congolaise ou étrangère. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de concours nationaux pour dégager les meilleures œuvres. On a des maisons d'édition qui n'ont pas de circuits de diffusion. Pour qu'une littérature émerge, il faudrait que les maisons d'édition s'arrangent pour percer sur l'ouverture à l'extérieur et qu'ils commencent à assister à tous les colloques du livre à l'extérieur avec nos œuvres, que cela s'impose. Le gouvernement actuel a, semble-t-il, déjà pris la mesure de la situation. Le plan Marshall du livre est déjà tout tracé. Il y a un prix littéraire, qui est le grand prix littéraire du Bénin. Et donc, bientôt seront donnés des bourses d'écriture, des résidences d'écriture, qui permettront aux artistes en herbe, aux écrivains en herbe, de peaufiner leur écriture, de peaufiner leur plume et d'être mis en condition pour travailler pendant un temps et à partir de là, sortir des manuscrits qui valent la peine d'être lus et d'être promus. Historien du présent et visionnaire du futur, censeur des mœurs et créateur d'imaginaire, les écrivains, démiurges pour certains, génies pour d'autres, traversent le temps par leurs œuvres. Après 60 ans d'indépendance, certains noms retentissent toujours comme neufs. Dans la jeune génération, plusieurs noms se tracent un sillon dans le sillage des anciens. Peut-être ont-ils déjà repris le flambeau. Chacun peut donc se faire une idée de l'évolution de la littérature béninoise. Hermond, merci. Tout le plaisir était pour moi. Alors, on entend tous parler des tests ADN. On a presque tous une idée vague de la chose. Quand le fait-on? Où peut-on le faire? Comment procède-t-on? On aura toutes les réponses tout de suite dans Eureka et je suis déjà avec Marcel Arossi. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, et ce matin? Ça va? Merci, ça va bien aussi. Je suis avec le professeur Christophe Gandonon de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abo-Mekalavi. Nous parlons de l'ADN, mais avant, qu'est-ce que c'est que l'ADN? Voici un petit rappel. L'ADN est le code de la vie. Cette molécule essentielle héritée de nos parents renferme toutes les instructions chimiques nécessaires pour fabriquer notre corps et le faire fonctionner. L'ADN se présente enroulé comme sur une bobine. Lorsqu'on le démêle, il ressemble un peu à un escalier en colimaçon. On le trouve dans le centre de contrôle de chaque cellule, appelé le noyau. Le code est divisé en chromosomes, sections d'ADN pouvant contenir chacune plusieurs milliers de gènes. Ces gènes contiennent les instructions nécessaires à la fabrication de protéines, ces innombrables molécules qui constituent et réparent les tissus du corps humain. L'ADN est constitué de deux brins entrelacés faits de sucre et de phosphate, reliés en leur centre. Ces échelons sont constitués de bases azotées, représentées par les lettres A, T, G et C. Elles sont toujours regroupées par paires, A avec T, G avec C. Un seul défaut dans le code appelé mutation peut être à l'origine de problèmes comme le daltonisme ou de maladies telles que la mucoviscidose. Certaines maladies comme Alzheimer ou le cancer sont plus complexes et résultent de mutations sur plusieurs gènes. Elles peuvent aussi être liées au mode de vie ou à l'environnement. C'était voilà, l'ADN. c'est un élément réalisé par nos collègues de l'agence France Presse, partenaire de l'OETV, il faut le préciser. Voilà, professeur, vous êtes titulaire de physiologie et biotechnologie végétale, je le disais. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur l'ADN? Merci, monsieur le journaliste. Comme l'élément introductif l'a dit, l'ADN, c'est l'ensemble des informations génétiques que les parents transmettent à leurs descendants. C'est ça. Et ces éléments contiennent la plupart des caractères que l'enfant ou l'individu va développer dans sa vie.
que ce soit des caractères de taille, d'intelligence, de capacité physique, de présentation physique, etc. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, l'enfant ressemble à ses parents parce qu'il a hérité d'eux. C'est ça. Cet ADN-là. Donc l'ADN représente en quelque sorte le support qui sert à la transmission de ces caractères-là. Absolument, c'est le support qui permet la transmission des caractères des parents vers leurs enfants. C'est ça. Voilà. Et cet ADN, comme l'élément l'a dit, se trouve au niveau des cellules dans le noyau. Les cellules vivantes. Évidemment, et non vivantes aussi, parce que si la cellule meurt, l'ADN est toujours là. Ah bon? C'est ça qui est important. C'est ça. Alors, pour ce qui est important à savoir, oui, c'est que lorsqu'on parle de cellules, on est déjà avec les organismes évolués que nous appelons des eucaryotes en langage scientifique. Mais à côté de ces organismes évolués comme l'homme par exemple, nous avons des organismes microscopiques qu'on appelle généralement des microbes, ou la grande catégorie, disons les bactéries, qui, eux, ces organismes-là, ne contiennent pas de noyau. C'est ça. Cependant, oui, ils ont leur matériel génétique, mais qui n'est pas contenu dans un noyau. Mais dans quoi alors? Qui est dans la cellule simplement, de façon isolée, simplement. Ça ne pose aucun problème. Non, puisque c'est le fonctionnement normal de ce type de cellule qui fait que son matériel génétique est libre dans ce que nous appelons, disons, le cytoplasme. Mais, oui, autre chose qu'il faut savoir, oui, c'est que nous avons d'autres êtres qui ne sont pas forcément vivants, que sont les virus, qui sont une catégorie à part, parce que ne constituant pas des cellules, mais ne constituant même pas des êtres vivants, mais qui contiennent aussi du matériel génétique. Et c'est lorsque ces virus infectent des cellules vivantes, oui, qu'ils se comportent comme des êtres vivants et se multiplient. Très bien, professeur. Nous allons parler des tests ADN. Quelles sont les situations qui peuvent amener quelqu'un à demander un test d'ADN? Alors, comme nous l'avons dit, oui, que l'ADN est le support de l'information génétique qui permet donc de suivre la transmission des caractères d'un individu à un autre, c'est-à-dire oui, d'un ascendant à un descendant, oui, d'un parent à un enfant. Ça veut dire qu'on peut utiliser le contenu en ADN d'un individu pour vérifier son lien de parenté avec un autre individu. Puisque si l'individu A est le fils de l'individu B, ça veut dire qu'on doit retrouver une certaine similarité entre l'ADN de l'individu A et l'ADN de l'individu B. Mais il faut partir d'abord d'un éventuel doute sur le lien de parenté. Absolument. Ce genre de test se demande lorsque, effectivement, il y a des doutes sur la paternité de l'enfant. Et dans ce cas, le test peut être demandé soit par l'enfant, s'il est grand et que c'est lui qui veut, soit par le parent, soit par la justice. Parce que parfois, vous savez, ce problème peut arriver devant la justice et c'est la justice qui demande de faire le test. Très bien. On va préciser quelque chose. Est-ce que c'est le seul cas? On va préciser quelque chose. Selon que le test d'ADN soit à la recherche de paternité, de maternité, de fratrie ou d'un autre lien divers, un autre lien familial, qui peut participer au test? Alors, déjà l'individu de base, oui, soit c'est l'enfant qui veut reconnaître son père, soit c'est le père qui veut reconnaître son enfant, soit c'est un frère qui veut reconnaître son frère, ou ça c'est etc. Voilà. Donc il y a un individu de base autour duquel tout se passe. Et cet individu-là, il faut le prélever. Ensuite, il faut prélever tous ceux qui... C'est un prélèvement sanguin. Oui, oui, généralement sanguin, mais dans le sang, toutes les cellules, il y a des cellules qui ne contiennent pas de noyau,
où on ne peut pas trouver forcément de l'ADN. Oui. Donc, il y a des cellules qui contiennent de l'ADN, mais il faut faire le prélèvement à ce niveau-là. Oui. Et il faut rechercher la similarité entre les deux personnes ou toutes les personnes qui sont concernées par l'identification. Alors, les tests ADN, il faut les voir aussi sous une autre forme. Par exemple, aujourd'hui, pour coller un peu à l'actualité, nous avons la pandémie du Covid-19 qui sévit et vous avez appris que pour détecter le virus, il y a deux grands, en tout cas chez nous ici, nous avons deux types de tests. Il y a le test rapide et le test PCR. Le test PCR est une forme de test ADN. Ah bon? Oui, parce que, par exemple, lorsque vous prenez, je vais revenir un peu en arrière parce que c'est très important de comprendre, dans le développement de l'introduction, il a été dit qu'à partir de l'ADN, il y a production de différentes protéines. Bien sûr. Par l'individu. Bien sûr. Alors, dans le cas, par exemple, du test rapide, on recherche les protéines produites à partir, je ne vais pas dire l'ADN, on va y revenir, du matériel génétique du virus du Covid-19. C'est ça. Là, c'est rapide parce que si les protéines sont présentes, on peut les détecter tout de suite. En l'espace de quelques minutes, on peut détecter. Mais ça, c'est un test qui n'est pas aussi fiable que le test de l'ADN. Donc, pour la PCR, c'est justement le matériel génétique du virus qu'on va rechercher. Sa présence. Évidemment, dans ce cas-là, il faut faire le prélèvement aux deux niveaux principaux où, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, on retrouve le virus, c'est-à-dire les voies respiratoires, soit dans la bouche, soit dans le nez. Donc le prélèvement doit être fait à ces deux niveaux-là. Et on va soumettre le matériel génétique, s'il est présent, du virus à ce qu'on appelle une PCR, mais en réalité, au sens, pour être plus précis, c'est ce que nous appelons une RT-PCR qu'on fait. C'est-à-dire, puisque le virus du Covid-19 est un virus à ARN. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention par exemple de l'ADN. D'accord. On va peut-être y revenir plus tard. Mais dites-moi, moi, par exemple, j'ai besoin d'un test ADN, j'ai besoin de prouver mon lien de parenté avec un autre frère. J'ai besoin du test ADN. Comment je procède? Qu'est-ce que je fais? À qui dois-je m'adresser? Alors, pour ce que je sais, il y a au moins un laboratoire qui s'occupe de ces questions chez nous. Il y en a peut-être au Bénin, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a un que vous connaissez. Oui, qui est donc le laboratoire de génétique de l'Université d'Abomey Calavi. Le laboratoire de génétique. Oui. À la FAST. Le professeur Bangla Clément. Très bien. On va peut-être visiter ce laboratoire pour aller en profondeur. Oui, en tout cas, je vous le conseille vivement et lui pourra aussi vous informer amplement sur éventuellement des autres laboratoires qui existent et qui peuvent faire ce genre de tests-là. Merci à vous. Nous allons y revenir ultérieurement. Prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci à toi, Marcel. Merci, Mylène. C'est moi. Soali, bonjour. Bonjour Mylène, je salue les téléspectateurs. Bonjour Monsieur Corneille Baïdi. Bonjour Bruno, bonjour Mylène. Bonjour Monsieur Corneille. Alors Mylène, on nous a souvent dit au cours primaire qu'il y avait le sable de verrerie à Huyogwe. Donc Corneille, il n'était pas avec nous la semaine dernière, il était en mission pour l'émission, bien entendu. Il était à Huyogwe, voilà, mais dans un arrondissement de Huyogwe, vous l'avez déjà dit, à Sé, où il a visité et ramené plein de bonnes choses. Il va nous en parler de long en large dans un instant. D'abord, situez-nous Sé. C'est, comme tu viens de le dire, c'est un arrondissement de Huyogwe. Et Huyogwe est une commune du département du Mono. Et Huyogwe, pour ceux qui ne connaissent pas Huyogwe a pour commune voisine Bopa, Lokossa, Komé et Grand Popo. Donc c'est situé à peu près à 90 km de Cotonou et c'est au bord de la route nationale Komé,
Lokossa. Voilà, donc vous étiez en plein cœur, je dirais, de ces belles communes-là où il y a assez d'eau également. Alors dites-nous, quelles sont les activités quand vous êtes allé là-bas? Quelles sont les activités qui s'y mènent? Bon, la commune de Royogbe en général, les activités principales, c'est l'agriculture, la transformation des produits agricoles, mais spécifiquement pour ce qui concerne l'arrondissement de Sey, c'est l'art de la poterie qui constitue l'activité principale des femmes de cette localité. Et apparemment, c'est cette activité-là qui vous a, je dirais, beaucoup plus amené à choisir Sey plutôt qu'un autre arrondissement de la commune de Royogbe. Tout à fait. Vous savez, la poterie est à Sey ce que l'or est à Perman, ou le taptam à Adjara, nous en avons parlé. Oui. J'ai entendu parler de la poterie de Sey. Vous savez, ça fait la réputation de Sey au-delà même du Bénin, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent des pays voisins du Bénin pour acheter les produits de la poterie du Sey. Donc j'étais parti, surtout pour voir de visu le processus de fabrication de la poterie de Sey. Et c'est de cela que nous allons parler parce que vous nous avez ramené une vidéo sur laquelle nous voyons une dame avec un bébé au dos, mais qui est en train, je dirais, de creuser, on va dire ça comme ça, mais elle est, je dirais, dans une masse d'argile, on peut dire ça comme ça. Oui, vous savez, en fait, le point de départ de cette visite-là, j'avais voulu aller dans une carrière où on fait l'extraction de l'argile. De l'argile. Et donc, grande a été ma surprise, arrivée sur les lieux, de voir que c'est une jeune femme. Elle était dans un trou, en fait, ça avait déjà une certaine profondeur. Qu'elle a creusé elle-même. Oui, et avec un bébé, c'est une jeune dame, je ne sais même pas, elle doit avoir peut-être 22, 25 ans, avec un bébé au dos. Et elle excavait, en fait, elle faisait l'extraction de l'argile. Et il y a un tricycle qui était là, donc elle déposait c'était vraiment poignant, l'image. Et je ne m'attendais pas, parce que pour ce que je savais, c'était plutôt les hommes qui faisaient l'extraction de l'argile, et les potiers, et les potiers venaient acheter l'argile pour faire la poterie. Mais c'était une jeune dame que j'ai vue, ça m'a beaucoup interpellé. Et en plus, vous imaginez, mais elle ne gagne pas grand-chose avec ça, puisque pour un tricycle bien rempli, elle vend l'argile à 1000 francs. Mais le tricycle, lui... Un tricycle bien rempli, 1000 bien francs. Rempli. Mais le tricycle, le avec transporteur du tricycle va le revendre à 5000 francs aux femmes potières. Ah oui. Mais alors, Mylène, vous avez compris qu'il y a du bon commerce de l'autre côté. Vous achetez pour 1000 francs, vous revendez à 5000 francs. On avait jusqu'à extraire, je ne sais pas, le prix de l'essence. Mais parlez-nous du processus de fabrication de la poterie, parce que vous avez parlé de l'extraction de l'argile, mais après, cela va subir des transformations pour que nous ayons, je dirais, finalement des foyers à charbon, des vases. Voilà, des vases, parfois même des bols. Tout à fait. À des manger, assiettes. Des assiettes, etc. Parlez-nous de cela. Oui, alors, une fois que l'argile a été extraite, la première, je dirais qu'il y a à peu près 6 étapes. D'accord. La première étape consiste à faire sécher l'argile pendant 1 ou 2 jours. La deuxième étape consiste à tremper l'argile dans de l'eau et pétrir avec les pieds et les mains pour obtenir une pâte intermédiaire. La troisième étape, c'est que cette pâte intermédiaire est mélangée avec une poudre obtenue à partir d'anciennes poteries cassées. Et là, ça donne la pâte définitive qui va servir maintenant à façonner les produits de poterie. Et l'étape suivante, l'étape suivante, ça va être le façonnage. C'est-à-dire qu'on prend cette pâte-là, on va la façonner pour donner selon la pièce, assiette, une jarre, ainsi de suite. Foyer à charbon, etc. Et une fois le façonnage terminé, il y a le séchage.
on va faire sécher. Après le séchage, il y aura le polissage avec une pierre, un caillou bien lisse pour enlever les impuretés. Et la dernière étape, c'est la cuisson. Voilà. Et où peut-on trouver ces produits? Parce que c'est tellement beau et on sait que manger dans des assiettes à base d'argile, c'est intéressant. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Oui, alors je dirais l'endroit incontournable, c'est le marché de Hundo. C'est un marché qui est situé au bord. Quand vous arrivez à Assé, vous pouvez pas rater ce marché-là. C'est un marché qui est situé au bord de la route Kome-Lokossa. Et depuis la voiture, d'ailleurs, vous voyez à l'entrée du marché ces poteries-là alignées le long de la voie. Donc les gens viennent d'un peu partout. Et le marché de Hundo, c'est le plus grand marché de Sé. Là-bas, vous trouverez toutes sortes de... soit les foyers, les pots, les jarres, les assiettes, voilà. J'ai encore 2 questions avant qu'on ne se quitte. Alors, comment ce tas est apparu à Sé? Parce qu'une chose est d'avoir de l'argile, mais l'autre chose est de savoir la travailler, la transformer. Mais aussi, est-ce que les femmes que vous avez rencontrées là-bas vivent vraiment de cet art? Est-ce qu'elles sont à fond dedans? Est-ce qu'elles vivent de cela ou bien elles ont des activités connexes pour pouvoir arrondir leur fin de mois? Il y a 2 questions en même temps. Comment l'art de la poterie est arrivé à Sé? Alors, il existe une légende sur l'origine de l'art de poterie. Il se raconte à Sé qu'il y a une femme de Sé qui aurait épousé un chasseur d'un village d'à côté et qu'un jour, le chasseur était allé à la chasse et aurait vu dans la forêt des génies en train de travailler l'argile pour lui donner la forme d'une jarre. Donc, impressionné, le chasseur est revenu chez lui, a raconté l'histoire à sa femme et a amené la femme pour aller voir à son tour ce qu'il avait vu. La femme, de son retour, de retour, a rapporté à ses parents ce qu'elle avait vu et les parents lui ont demandé de mettre à la disposition de ses sœurs cette technologie. Et c'est depuis lors que, en fait, la poterie s'est perpétuée. L'art de la poterie s'est perpétué et ça constitue d'ailleurs l'une des grandes activités génératrices de revenus pour les femmes de Sé. Et du coup, elles vivent de cela? Elles vivent de ça, oui. On peut dire que elles vivent de ça. En fait, ça nourrit son nom, comme on dit, puisque c'est l'activité principale. Et donc, les gens viennent d'un peu partout pour acheter la poterie de Sé. Donc, Mylène, une fois en congé, vous savez où aller et que faire quand vous y serez. Donc, la destination, c'est Sé. Et là-bas, voilà, vous pouvez transformer de l'argile, vous pouvez faire de la poterie. Moi, j'adore les jarres faites à base d'argile parce que, voilà, quand vous les utilisez, c'est des réfrigérateurs naturels. Vous y mettez de l'eau, c'est toujours frais. Manger aussi dans les assiettes faites à base d'argile, c'est vraiment... bien. Voilà. Et la particularité de la poterie de Sé, c'est que c'est des produits qui sont difficilement cassables. Voilà. C'est bien solide. Oui. D'accord. Mylène? Oui, j'ai fait un tour. Mais pour le moment, je vais d'abord acheter. Après, je vais voir si je suis à la main-d'œuvre. Avant de devenir vous-même transformatrice. Oui, oui. Merci à toi. C'est moi. Alors, mesdames, monsieur, comment choisir ces fragrances? C'est un savoir-faire, tout un savoir-faire, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, ce qu'on a l'habitude de faire. Marcel, ce midi, nous donne quelques astuces, des critères pour bien choisir son parfum et pour pouvoir le mettre. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour Madame Fleur Tchedemain, comment allez-vous? Oui, ça va bien sûr. Ça va. On parle parfum ce midi. Oui. Et je le signale, et tu sens très bon. Merci beaucoup, pareil, chez toi aussi. Alors, on parle parfum ce midi, comme vous l'avez dit, mais déjà il faut signaler ou bien il faut
apprendre à nos chers amis téléspectateurs que le parfum est une odeur ou une composition odorante plus ou moins persistante, naturellement émise par une plante, un animal ou un environnement. Donc, c'est tout ce qu'on peut avoir comme odeur. Mais ici, nous sommes dans le cosmétique, nous sommes en mode. Donc, on va parler des parfums que nous pouvons mettre quand nous voulons sortir ou quand nous voulons nous rendre à des occasions données. Et pour ce, j'ai sur ce plateau avec moi Fleur Tchétémé, comme déjà présenté par Mylène. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors nous allons parler des parfums aujourd'hui. Nous allons faire une immersion dans l'univers des parfums. Déjà, quels sont les différents types de parfums qui existent? Et merci. Et en matière de parfums, il y en a plusieurs variétés. Mais plus précisément en cosmétique, il y a les parfums issus des plantes, issus des fleurs, issus des fruits et aussi des parfums issus des odeurs synthétiques, c'est-à-dire un mélange de produits ou de plusieurs variétés de produits chimiques pour pouvoir donner une odeur précise. D'accord, donc ça veut dire que nous mettons tout ça sur notre corps, tout ce que vous venez de citer, nous les utilisons tous. Oui, on mais quand on parle de parfum, déjà, ce que Mylène peut passer, ce que je peux mettre aussi, on peut classer ça dans quelle catégorie de parfum? On les classe dans les catégories beaucoup plus de fragrances. Mais à part ça, c'est beaucoup plus utilisé en cosmétique. Mais à part ça, il y a aussi les parfums qu'on met sur le corps pour avoir une bonne odeur. Ok. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, dans l'univers des parfums, il y a toute une gamme. Et il y a différentes sortes du moins de parfums qui existent. Comment reconnaître un bon parfum? Pour reconnaître un bon parfum, c'est simple. Il y a d'abord la qualité, d'abord l'emballage, le prix et la composition des matières premières, ainsi que la qualité des compositions des matières premières. Alors, allons-y, pas à pas, vous venez de citer tout un tas de choses. D'abord, quand vous prenez un parfum, quand c'est de la qualité, d'abord le prix. Le prix, ce ne sont pas des parfums de très bas prix, c'est un prix un peu raisonnable, pour ne pas dire très cher. D'abord, il y a l'emballage, comment c'est conçu, est-ce qu'il y a toutes les informations? Est-ce que l'étiquette est bien enregistrée? Est-ce que l'écriture est visible et autres? Maintenant, il y a la composition des matières premières. Avec quoi ils ont fait, la base de quoi. Et après ça, aussi, il faut voir aussi la qualité de ces matières premières. Comment ils ont l'utilisé et comment on l'a utilisé et aussi d'où ça vient, au fait. Bon, moi, je pense qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur la qualité parce que l'étiquette, l'emballage, comme vous le dites, on peut fabriquer ou bien on peut avoir un bon emballage pour son produit, mais le contenu peut ne pas être de bonne qualité. Exactement, c'est pourquoi il faut faire une similitude avec la qualité et aussi la qualité du parfum et la qualité des matières premières. D'accord. Ok. Maintenant, comment mettre alors le parfum? Parce que généralement, déjà moi, je suis une femme, sans vous mentir, je mets toutes sortes de parfums. Et n'importe comment. Et n'importe comment, et n'importe où, vous mentir, mais comment mettre le parfum et comment choisir, par exemple, un parfum pour femme, un parfum pour homme? Ok, pour mettre le parfum, c'est très simple. D'abord, mettre une petite portion d'abord sur la main, sur les doigts. Comme ça, au niveau, ici, c'est ça? Non, juste au niveau des mains, comme ça. Vous mettez ça au niveau un peu du cou, ici, dans les aisselles, et un tout petit peu à la main. D'accord. Donc, le parfum qui va ici, va dans les aisselles aussi, ou bien c'est un type de parfum? Non, il y en a différentes variétés. Il y a d'autres parfums conçus uniquement pour les aisselles. Mais il y a d'autres qu'on peut mettre sur les aisselles et aussi au niveau des coups et autres. Moi, je veux bien comprendre. Pourquoi mettre un parfum dans le cou? Bon, souvent quand on fait la bise, ah bon, donc c'est pour les autres, en fait, c'est pas pour moi. Oui, bien sûr, c'est pour vous. Parce que quand on est en face d'une personne, la personne sent votre odeur. On va pas dire, soulève la main, je vais sentir tes aisselles, non. Donc, c'est vraiment des accolades aussi. Vous avez dit qu'il y a parfois des produits chimiques. Puisqu'il y a des produits chimiques, est-ce que c'est adapté pour le corps? Est-ce qu'il faut le Oui, il y a des produits chimiques adaptés sur le corps. Ce n'est pas tous les produits chimiques qui agressent le corps. Mais par contre, je n'ai jamais compris pourquoi il faut mettre du parfum ici. Souvent, quand tu tends la main, quand tu serres la main à une personne, vous allez voir certaines personnes, quand tu tends la main, même après avoir salué, l'odeur, ça reste. Ça reste. Et en tout cas, vous avez une sensation vraiment de joie. Vous dites, ah, cette personne, il sent tellement bon, j'aime son odeur. Exactement. Alors, comment choisir alors un parfum pour une femme, un parfum pour un homme? Pour nous qui mettons tout ce
que nous trouvons sur le marché là. Ok, pour choisir un parfum pour un homme ou une femme, ça dépend. Généralement, les hommes ont une odeur très forte. Donc, il faut un parfum beaucoup plus épicé, une odeur beaucoup plus profonde, plus à sentir pour les hommes. Parce que quand on met du parfum, il faut quand même que le parfum dépasse notre odeur corporelle naturelle. Ah oui. D'accord. Mais et généralement, pour les femmes, elles n'ont pas beaucoup d'odeur comparée aux hommes parce qu'eux, ils transpirent beaucoup. C'est vrai, ils ne sont pas d'accord, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, les hommes naturels. D'accord, mais on vous fait cela. Mais ça pouvait être sur ce plateau, les hommes du rendez-vous de midi. Non, les hommes ont une odeur naturellement assez forte, comparativement aux femmes. Donc, généralement, les parfums des hommes sont beaucoup plus épicés. Moi, je peux vous trouver des femmes qui ont aussi d'odeur assez forte. Oui, mais c'est assez rare. Mais déjà, est-ce que tout le monde peut mettre du parfum? Oui et non. Oui, dans la mesure où si vous n'êtes pas allergique aux odeurs, vous pouvez passer du parfum. Mais ce n'est pas très conseillé pour les petits-enfants. Parce qu'ils ont leur organisme très sensible, surtout au niveau des poumons et autres. Il y a des gens, quand ils sentent l'odeur, ça peut déclencher d'autres maladies, comme le rhumatisme et autres. Il y a des parfums pour les enfants qui ont une odeur assez douce, naturelle et qui ne sont pas piquants. Alors, dites-nous, de façon générale, on dit que l'essai, en toute chose, nuit gravement à la santé. Est-ce que l'essai aussi, c'est-à-dire dans l'utilisation du parfum, peut créer des Exactement. Il faut mettre du parfum, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut mettre faire du parfum. Non, c'est pas trop bon. Parce que l'odeur que nous respirons, si ça ne contient pas assez d'oxygène, et ça peut étouffer. Et à part les allergies, les désagréments que ça peut causer sur le corps, il faut que notre parfum soit aussi aéré, naturel, pour pouvoir permettre une bonne santé, une bonne respiration et comme maladie. Oui, c'est vrai que je veux finir, et c'est vraiment fini. Je vais demander 30 secondes à Mylène. Est-ce qu'il faut mettre les parfums à toutes les occasions? Non. Il ne faut pas mettre des parfums à toutes les occasions parce que tout le monde ne supporte pas les odeurs. Si vous voulez aller dans un endroit public où vous ne savez pas toujours la préférence, le goût, les odeurs des gens, l'idéal c'est de ne pas mettre pour ne pas indisposer les uns et les autres. Merci beaucoup à vous, Fleur Tchetemé. Je rappelle que vous êtes esthéticienne et que vous êtes aussi dans le monde de la mode en général, de la beauté. Avec vous, on a fait un peu immersion dans le monde des parfums. Donc, vous savez désormais comment choisir vos parfums pour les hommes épicés, pour nous les femmes qui n'avons pas beaucoup d'odeur. Floral et douce. Merci à vous. Sachez donc choisir vos parfums. On a fini pour aujourd'hui, on a fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, oui. C'est le week-end. On n'oublie pas les gestes barrières. Les masques, il faut comme Madame Tchetemé, on met les masques. On se lave correctement à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. On respecte la distanciation sociale. Les gars, restez chez vous. Ok, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.